Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous lis donc deux chapitres de la Pierre de Lune, le chapitre 19 et le chapitre 20, car ils sont tous les deux très courts. Donc je commence avec le chapitre 19. La nouvelle de la disparition de Rosanna s'était déjà, paraît-il, répandue parmi les domestiques du dehors. Eux aussi prenaient leurs informations. Ils avaient mis la main sur un petit gamin vif et malicieux, connu sous le sobriquet de Duffy. On l'employait parfois à sarcler le jardin. Cet enfant avait vu Rosanna Spearman pendant la dernière demi-heure qui venait de s'écouler. Duffy affirmait qu'elle avait passé par la plantation de sapins. Elle courait, disait-il, plutôt qu'elle ne marchait, dans la direction du rivage. Ce garçon connaît-il bien les environs ? Demanda le sergent. Il est né et a été élevé sur les côtes, répondis-je. Duffy, dit le sergent, voulez-vous gagner un shilling ? En ce cas, venez avec moi. Tenez toujours la chaise toute prête, monsieur Betteredge, jusqu'à ce que je revienne. Il partit pour les sables tremblants, et se mit à marcher si vite que mes jambes, quoiqu'encore lestes pour mon âge, ne pouvaient tenter de le suivre. Duffy, selon l'usage des petits sauvages de nos contrées, lorsqu'ils sont excités, jeta en partant une sorte de hurlement dans l'air et ne quitta plus les talons du sergent. Ici encore, je ne saurais décrire l'état d'esprit dans lequel me laissa M. Cuff. Je fus pris d'une agitation sans but, qui me portait à faire 20 choses inutiles, tant dans l'intérieur de la maison qu'au dehors, et dont je ne saurais me rappeler une seule. Je ne puis même pas dire combien de temps s'était écoulé depuis le départ du sergent, lorsque Duffy arriva tout courant et porteur d'un message pour moi. M. Cuff avait donné à l'enfant un feuillet déchiré de son agenda, sur lequel il avait écrit au crayon « Envoyez-moi un brodequin de Rosanna Spearman et ne perdez pas de temps. » J'appelai la première femme que je rencontrai pour chercher des brodequins dans la chambre de Rosanna, et je dis au garçon de partir en avant et d'annoncer que je le suivais moi-même avec l'objet demandé. Ce n'était pas, il faut l'avouer, le moyen le plus prompt de remplir les intentions du sergent. Mais j'étais décidé à juger par moi-même, avant de délivrer la chaussure, quel était le nouveau piège tendu à Rosanna. Ma manie de garantir cette fille, autant que je le pourrais, me ressaisit, j'en conviens, assez mal à propos. Ce sentiment, joint, je le crains, à la fièvre de curiosité, me donna des ailes, si tant est qu'on puisse trouver bien agile la marche d'un homme de plus de 70 ans. Comme j'approchais du rivage, les nuages s'amoncelèrent et la pluie, chassée par le vent, commença à tomber. On entendait le grondement de la mer sur les bancs de sable à l'entrée de la baie, un peu plus loin. Je rencontrai notre petit messager qui cherchait un abri sous l'avance des collines de sable de la côte. Enfin, m'apparut la mer en fureur. Je vis les vagues se briser sur les bancs de sable. La pluie, fouettée par l'ouragan, volait au-dessus de l'eau et de la morne solitude de la plage. Une seule figure se détachait dans ce lugubre tableau, et je reconnus, debout sur le rivage, le sergent Cuff. Il agita sa main dans la direction du nord en m'apercevant. « Appuyez de ce côté !» cria-t-il, « et venez ensuite vers moi !» Je le joignis, la respiration haletante et sentant mon cœur qui battait à se rompre. Je ne parvenais pas à parler. 100 questions arrivaient à mes lèvres et je ne pouvais articuler un son. La figure du sergent m'effraya, car je lus dans ses yeux une sensation d'horreur. Il m'arracha le brodequin des mains, le plaça dans une empreinte du sable venant du sud par rapport à nous, et poussant droit vers la chaîne de rochers nommée l'aiguille du sud. L'empreinte n'était pas encore effacée par la pluie, et la chaussure de la jeune fille s'y adaptait complètement. Le sergent montra le brodequin placé sur le sable, sans ajouter un seul mot. Je m'accrochai à son bras et fis un effort pour parler. Je ne pus y réussir. Il suivit les pas sur le sable l'un après l'autre jusqu'au point où le sable et les rochers se rejoignaient. Le flot montant battait l'aiguille du sud et l'eau se soulevait au-dessus du gouffre. Le sergent Cuff gardait un silence glacial au milieu de ces recherches obstinées qui le faisaient se porter tantôt d'un côté, tantôt d'un autre. Il plaça le brodequin dans toutes les empreintes et les trouva toutes invariablement dirigées vers un seul point, celui qui aboutissait au rocher et à l'abîme. Il eut beau regarder, chercher avec toute sa pénétration, il ne put découvrir une seule empreinte en revenant. Il s'arrêta vaincu, me regarda en silence, puis contempla les flots qui couvraient d'instant en instant les sables mouvants.
Mes regards se portèrent du même côté, et je lus sa pensée dans la pitié empreinte sur sa figure. Un tremblement affreux s'empara de tout mon être, et je tombai agenouillé sur la plage. Elle aura voulu revenir à la cachette, entendis-je le sergent se dire à lui-même, et la pauvre fille aura été victime de quelque terrible accident. L'expression étrange que j'avais vue à Rosanna, l'altération de son regard, de sa voix, la façon automatique dont elle avait répondu à mes avances affectueuses, cette scène du corridor peu d'heures auparavant, tout cela se retraça à ma pensée avec la promptitude de l'éclair, et j'eus, pendant que le sergent parlait encore, l'intuition qu'il était loin de l'affreuse vérité. J'essayai de lui faire part de l'effroi qui me glaçait, j'essayai de dire « Sergent, elle a été chercher la mort volontairement. » Non, je ne pus. Ma langue était devenue muette et un frisson agitait tous mes membres. Je ne sentais pas la pluie, je ne distinguais plus les flots. Cette pauvre créature se dressait devant moi comme à travers un rêve. Je la revis dans le passé, au jour où je la fis entrer chez nous. Je crus l'entendre encore quand elle me disait que les sables tremblants l'attiraient malgré elle, et qu'elle se demandait si sa tombe ne serait pas là. L'horreur de cette mort me pénétra par le souvenir de mon enfant. Ma fille et elle étaient du même âge. Soumise à d'aussi dures épreuves, ma fille eût pu mener cette triste existence et périr de cette affreuse mort. Le sergent me souleva obligeamment et eut l'attention de me tourner du côté où je ne pouvais voir la place qui avait dû engloutir Rosanna. Un peu remis, grâce à ses soins, je pus reprendre ma respiration et voir les choses telles qu'elles étaient réellement. Je portai mes yeux vers les collines de sable et j'aperçus les domestiques et le pêcheur Yolan qui couraient vers nous, tous saisis d'alarme et nous demandaient si nous avions trouvé Rosanna. En très peu de mots, le sergent les mit au courant par le témoignage des pas empreints sur le sable et leur dit qu'un malheur avait dû avoir lieu. Ensuite il prit le pêcheur à part et lui posa une question en faisant face de nouveau à la mer. Dites-moi, lui demanda-t-il, si un bateau a pu, par un temps comme celui-ci, ramener une personne venant de ces rochers jusqu'à l'endroit où s'arrêtent les empreintes de pas. Le pêcheur montra le roulis, causé par l'amoncellement de l'eau qui se pressait sur le grand banc de sable, ainsi que les vagues formidables dont l'écume venait blanchir les rochers environnants, puis il répondit. Jamais on n'a construit de bateau qui ait pu traverser cela. Le sergent contempla une dernière fois les marques de pas que la pluie effaçait rapidement. Voilà, reprit-il, la preuve irrécusable qu'elle n'a pu revenir par la voie de terre. Et là, dit-il, désignant le pêcheur, nous avons l'affirmation de M. Yolan que le retour n'était pas possible par l'eau. Il s'arrêta et réfléchit en silence. On l'a vu courir vers cet endroit-ci environ une demi-heure avant que je quittasse la maison, dit-il à Yolan. Un peu de temps s'est écoulé depuis lors. Mettons 1 heure en tout. À quelle hauteur pouvait alors être l'eau de ce côté-ci des rochers? Il désignait le côté du sud, celui que n'occupaient pas les sables mouvants. Telle qu'est la marée aujourd'hui, répondit Yolan, il ne pouvait pas, il y a 1 heure, y avoir la profondeur nécessaire pour noyer un chat de ce côté-ci de l'aiguille. Le sergent se tourna du côté nord et des sables mouvants. Et par là? Demanda-t-il. Encore moins, dit l'homme. Les sables tremblants pouvaient être baignés par l'eau, rien de plus. Le sergent revint vers moi et me dit que l'accident avait dû avoir lieu sur le bord des sables tremblants. À ce moment, ma langue se délia. Ce n'est pas un accident, m'écriai-je. Elle est venue ici, lasse de l'existence. Elle désirait mettre fin aux misères de sa vie. Il eut un violent soubresaut. Qu'en savez-vous? demanda-t-il. Les assistants m'environnèrent aussitôt. Le sergent retrouva son sang-froid et les éloigna. C'est un vieillard, leur dit-il. Ce tragique événement l'a bouleversé, laissez-le seul un instant. Puis il se tourna vers Yolan et lui demanda. Avons-nous quelque chance de la retrouver à l'heure où la marée descendra? Non, aucune, fut la réponse du pêcheur. Ce que le sable dévore, il le garde. Après cet arrêt, Yolan se rapprocha et, s'adressant à moi, Monsieur Wetredge, dit-il, j'ai une réflexion à vous communiquer au sujet de la mort de cette jeune fille. Environ à 4 pieds de l'aiguille du sud gît un pan de rocher placé dans sa largeur, précédant les sables et sortant à moitié de l'eau. Ma question est celle-ci. Pourquoi ne s'y serait-elle pas raccrochée? Si par accident elle a glissé et est tombée du haut de l'aiguille, sa chute a eu lieu dans un endroit où elle n'aurait eu de l'eau que jusqu'à la taille et dont le fond vous permet de prendre pied.
Il faut donc en ce cas qu'elle soit ressortie de là, et ait été se jeter dans l'abîme mouvant, sans quoi elle se fût aisément sauvée, et nous la retrouverions en vie. Il n'y a pas eu là d'accident, monsieur. Les profondeurs du gouffre l'ont reçue, et elle s'y est jetée volontairement. » Après une pareille affirmation, émanée d'un homme compétent, le sergent se tut. Nous imitâmes tous son silence, et d'un commun accord, nous nous mîmes en marche pour regagner la berge de sable. Arrivé aux dunes, je fus rejoint par un des garçons d'écurie, qui courait de la maison vers nous. Ce garçon est un honnête enfant, et plein de déférence pour moi. Il me présenta un petit billet tandis que sa figure exprimait un chagrin sincère. « Pénélope m'a chargé de vous donner ceci, monsieur Betteredge, dit-il. Elle l'a trouvé dans la chambre de Rosanna. » C'était un dernier adieu, adressé au vieillard qui avait toujours fait de son mieux, grâces en soient rendues à Dieu, pour se montrer son ami et son appui. « Vous avez eu souvent besoin de me pardonner dans le passé, monsieur Betteredge. Lorsque vous reverrez les sables tremblants, essayez de me pardonner encore une fois. J'ai trouvé mon tombeau là où je sentais qu'il m'attendait. J'ai vécu, et je meurs, monsieur, bien pénétré de vos bontés. » Le billet ne contenait rien d'autre. Si peu que ce fût, cela suffit pour m'enlever tout courage. Les pleurs vous gagnent aisément dans la première jeunesse, alors que la vie s'ouvre devant vous. Les larmes viennent aisément aussi dans la vieillesse, lorsque vous êtes faible et près de quitter cette vie. Je fondis en larmes. Le sergent se rapprocha de moi dans une intention affectueuse, je l'ai compris depuis. Mais en ce moment je reculai à son contact. « Ne me touchez pas, m'écriai-je, c'est la terreur que vous lui causiez qui l'a mené là. » « Vous avez tort, monsieur Betteredge, me dit-il avec douceur. Il sera temps de vous en convaincre quand nous serons sortis d'ici. » Je le suivis, soutenu par le groom. Nous rentrâmes sous une pluie battante à la maison, où nous attendaient le trouble et la terreur. Fin du chapitre 19. Chapitre 20. Ceux qui nous précédaient avaient répandu la lamentable nouvelle. Aussi toute la maison était-elle bouleversée. Quand nous passâmes devant l'appartement de Milady, sa porte s'ouvrit violemment. Ma maîtresse sortit de sa chambre, la tête perdue, bien que M. Franklin, qui la suivait, essaya de la calmer. « Vous êtes responsable de ce malheur !» s'écria-t-elle en menaçant le sergent de la main. « Gabriel, donnez à cet homme son argent et délivrez-nous de sa vue !» Le sergent était le seul d'entre nous en état de lui tenir tête, car il était le seul qui fût resté en possession de lui-même. « Je ne suis pas plus responsable de ce funeste événement que vous ne l'êtes, milady, dit-il. Si dans une demi-heure d'ici vous insistez encore pour que je quitte la maison, je subirai votre renvoi, mais je n'accepterai pas le paiement. » Ces paroles, prononcées d'un ton aussi respectueux que ferme, produisirent leur effet, tant sur ma maîtresse que sur moi. Elle permit à M. Franklin de la ramener chez elle. Comme la porte se refermait sur eux, M. Cuff, dont le regard observateur s'était promené sur les femmes de la maison, remarqua que pendant que toutes les autres ne manifestaient que du saisissement, Pénélope seule pleurait. « Quand votre père aura quitté ses vêtements mouillés, lui dit-il, venez nous parler dans la chambre de M. Betteredge. » Avant que la demi-heure fût écoulée, j'avais changé d'habit et prêté au sergent les vêtements dont il avait également besoin. Pénélope vint alors nous retrouver. Je crois que je n'avais jamais autant senti qu'en ce moment le bonheur de posséder une fille respectueuse et aimante comme la mienne. Je l'assis sur mes genoux et demandai à Dieu de la bénir. Sa tête se posa sur ma poitrine, elle jeta ses bras autour de mon cou, et nous restâmes ainsi en silence. Il est probable que la pauvre Rosanna était de moitié entre nous pendant cet intervalle de recueillement. Le sergent alla à la fenêtre et regarda au dehors. Je fus touché de sa délicatesse et je crus devoir l'en remercier. Les gens du monde ont toutes les jouissances, celle, entre autres, de pouvoir donner un libre cours à leurs sentiments. Le peuple ne connaît point ce privilège. La nécessité qui épargne nos supérieurs est sans pitié pour nous. Nous apprenons à refouler nos émotions au-dedans de nous-mêmes pour qu'elles ne contrarient point l'accomplissement de nos travaux journaliers. Je ne m'en plains pas, je me borne à le constater. Par l'effet de cette habitude, Pénélope et moi
Nous nous mîmes à la disposition du sergent aussitôt qu'il le désira. Il demanda à ma fille si elle savait ce qui avait pu pousser sa compagne au suicide. Pénélope répondit, comme je devais m'y attendre, qu'elle s'était tuée par amour pour M. Franklin Blake. À la demande suivante, si elle avait fait part de son opinion à d'autres personnes qu'à nous, Pénélope répondit « Non, je me suis tue dans l'intérêt de Rosanna. » Ici, je crus utile d'ajouter « Et dans l'intérêt aussi de M. Franklin, mon enfant, car si Rosanna a perdu la tête pour lui, il ne l'a pas su et en est tout à fait innocent. S'il quitte la maison aujourd'hui, laissons-le du moins partir sans emporter le chagrin de connaître la cruelle vérité. » M. Cuff ajouta « C'est parfaitement juste. » Puis retomba dans le silence. Il comparait intérieurement, à ce que je crus, l'opinion de Pénélope avec d'autres données qu'il gardait pour lui seul. Au bout de la demi-heure, ma maîtresse me sonna. En me rendant chez elle, je rencontrai M. Franklin, qui sortait du salon de sa tante. Il me prévint qu'elle désirait voir le sergent Cuff, en ma présence, et il ajouta qu'il avait lui-même 2 mots à lui dire auparavant. Nous retournâmes à ma chambre, mais à mi-chemin, il s'arrêta pour regarder un indicateur de chemin de fer placé dans le hall. « Est-ce que vous songez vraiment à nous quitter, monsieur ?» demandai-je. « Miss Rachel reviendra à la raison. Donnez-lui seulement du temps. » Elle rentrera dans son bon sens, répondit M. Franklin, lorsqu'elle saura que je suis parti et qu'elle ne me verra plus. Je crus qu'il parlait ainsi par un ressentiment assez légitime des procédés de Miss Rachel, mais j'étais dans l'erreur. Ma maîtresse avait remarqué dès le premier moment de l'arrivée des agents de police dans la maison que le seul nom de M. Franklin suffisait pour exaspérer l'humeur de Miss Rachel. Il aimait trop sa cousine pour n'avoir point cherché à se le dissimuler, mais il dut se rendre à l'évidence le jour où elle partit pour aller s'établir chez sa tante. Une fois ses yeux dessillés par la dureté de Miss Rachel, il avait pris le seul parti qui convint à un homme de cœur, celui de quitter la maison. Ce qu'il avait à dire au sergent fut dit en ma présence. Il lui fit savoir que Lady Verinder était prête à reconnaître qu'elle s'était exprimée trop vivement, qu'elle demandait si, après cette excuse offerte au sergent Cuff, celui-ci voudrait consentir à accepter ses honoraires et à abandonner l'affaire du diamant en la laissant dans son état actuel. M. Cuff répondit « Non, monsieur. Je reçois un salaire pour remplir mon devoir, et je me refuse à le toucher avant que ma tâche soit accomplie. » « Je ne vous comprends pas, dit M. Franklin. Je vais alors m'expliquer, monsieur. Lorsque je fus appelé ici, j'entrepris de jeter quelques lumières sur la mystérieuse perte du diamant. Je suis prêt à dégager ma parole, mais seulement lorsque j'aurai soumis à Lady Verinder la position telle qu'elle est actuellement, et que je lui aurai dit nettement les moyens à prendre pour assurer la réussite de nos recherches. Je serai alors déchargé de ma responsabilité. Lady Verinder décidera d'après cela ce qu'elle veut faire et si elle m'autorise ou non à aller de l'avant. Alors seulement j'aurai rempli la mission que j'ai acceptée et je recevrai mes honoraires. Le sergent Cuff nous fit souvenir ainsi, en peu de mots, que même un officier de police peut avoir une réputation à conserver ou à perdre. Son appréciation était d'ailleurs si juste qu'elle coupait court à toute discussion. Je me levai pour le conduire chez Milady. Il demanda à M. Franklin s'il voulait assister à l'entrevue. Celui-ci répondit que non, à moins que Lady Verinder n'en exprimât le désir. Puis, se tournant vers moi, il me dit à l'oreille, pendant que le sergent me précédait, « Je sais ce que cet homme va dire à ma tante au sujet de Miss Rachel, et mon attachement pour elle me rend incapable à la fois de l'entendre et de rester maître de moi. Je préfère donc être seul. » Je le laissai, accoudé à ma fenêtre, le visage caché dans ses mains, malheureuse et troublée, tandis que Pénélope guettait à la porte, toute prête à aller le consoler. À la place de M. Franklin, je l'eusse fait rentrer. Quand une femme vous a fait de la peine, il y a une certaine satisfaction à ouvrir votre cœur à une autre femme, parce que 9 fois sur 10, celle-ci prendra parti pour vous. Après cela, peut-être appela-t-il ma fille lorsque je ne fus plus là, et il faut rendre à Pénélope la justice de dire qu'en ce cas, elle n'aura rien épargné pour arriver à consoler M. Franklin. Pendant ce temps, le sergent Cuff et moi, nous arrivions chez Milady. À notre dernière conférence, elle était restée les yeux obstinément baissés sur un livre placé devant elle. Maintenant, un changement heureux se manifestait dans son attitude.
Le regard qu'elle dirigea sur le sergent ne le cédait pas en fermeté à celui de M. Cuff lui-même. Le caractère de la famille perçait dans toute sa physionomie. Bref, je vis que le sergent allait avoir affaire à forte partie, du moment que ma maîtresse était résolue à affronter cette dure épreuve. Et c'est la fin du chapitre 20. Voilà, donc je vous dis donc à demain avec la lecture du chapitre 21 par Hélène. Merci, bonne soirée.